Et quelle est la situation au moment où nous parlons dans les EHPAD de la région? C'est justement la question qui nous occupe ce matin. Pour en parler, j'accueille Didier Carle. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes directeur d'un EHPAD de 240 résidents à Grenade, c'est en Haute-Garonne, et vous êtes donc par ailleurs président de l'ADESPA, cette association qui rassemble les directeurs de 120 établissements de la région. Alors la question elle est simple, Didier Carle, est-ce que vous pouvez nous dresser un état des lieux de la situation de ces EHPAD? Il m'est difficile de vous donner une image exhaustive de la situation dans nos établissements. Je peux au moins vous parler de la manière dont nous nous préparons éventuellement à l'arrivée du coronavirus dans nos établissements et les mesures de prévention que nous avons prises, étant entendu que nous attendons au niveau national bientôt des chiffres sur notamment les décès dans les EHPAD, puisque depuis le milieu de la semaine dernière, les établissements sont amenés à remplir des statistiques relatives aux décès de Covid confirmés, ou en tout cas lorsqu'il y avait de fortes suspicions. Est-ce que vous en avez des chiffres concernant votre établissement et puis peut-être ceux des 120 que vous fédérez? Est-ce que des malades, vous en avez eu? Et puis malheureusement des décès également? Non, nous avons peu de remontées au niveau de l'association d'établissements qui sont touchés. Je peux vous dire que sur le nôtre, non. Il y a eu parfois des suspicions qui ne se sont pas avérées positives, étant entendu que nous attendons a priori le pic sous 8 à 10 jours. C'est peut-être la raison pour laquelle la région Occitanie n'est pas encore aussi massivement touchée que d'autres. Pas encore touché, on s'en réjouit évidemment pour eux, pour les familles et puis pour vous. Quid du moral des personnels? Est-ce qu'ils sont, selon vous, en nombre suffisant pour faire face à la situation, même si en ce moment en Occitanie vous êtes peu ou prou épargnés? Je dirais que le moral des équipes est là. Le nombre n'est jamais suffisant. Déjà en temps normal, tout au long de l'année, nous soulignons les sous-effectifs dans nos établissements. Tous les rapports l'ont montré depuis de nombreuses années. Et puis, je crois que ces 2 dernières années, il y a eu une actualité particulièrement brûlante sur les EHPAD. Donc, en temps normal, nous sommes déjà en tension. Donc, toute crise, qu'elle soit liée à la canicule, toute crise, qu'elle soit liée aux épidémies que nous avons chaque année d'hiver, et tout particulièrement celle-là, nous met en immense difficulté. Donc, on a fait face à une première vague d'inquiétude et de quelques arrêts liés à des personnels qui présentaient des pathologies à risque. Aujourd'hui, on a des personnels à qui vraiment je souhaite rendre hommage, qui sont extrêmement mobilisés. Nous avons eu une chance que n'ont pas eu malheureusement nos collègues du Grand Est et de l'Île-de-France par exemple. C'est au moins 2 choses. La première, c'est que nous commençons à voir arriver dans chaque région les masques chirurgicaux qui sont le moyen indispensable de protéger d'abord les personnes âgées puis également les professionnels. Et puis nous tirons un certain nombre d'enseignements de ce qui s'est passé dans les structures, avec du coup des pouvoirs publics qui eux aussi, dans leurs préconisations, ont tiré ces enseignements-là. Donc on a des personnels très mobilisés qui savent que on est organisé pour faire face. Ah oui, pour rappel, 570 résidents en EHPAD sont morts dans le Grand Est. Et donc, on le comprend, vous tirez profit, même si le terme est mal choisi, de leur triste expérience. Partout où ce sera possible, j'encouragerai toute démarche pour que le personnel puisse le moins possible sortir de ces établissements pour prendre le moins de risques qu'ils reviennent avec le virus. Ça, c'était le mot du ministre de la Santé samedi. Le personnel va être confiné également avec les résidents des EHPAD? Ce n'est pas prévu à ce jour. Évidemment, le vecteur principal d'entrée du Covid est le personnel, qu'il soit salarié ou encore les quelques intervenants extérieurs que nous avons. Par exemple, tout simplement, parfois, la venue d'ambulanciers. Nous demandons vraiment des moyens de protection indispensables pour exercer convenablement nos fonctions. Donc, il y a eu une grande bataille autour des masques chirurgicaux. Nous les avons. En tout cas, nous avons une ARS qui distribue ces masques, que les établissements soient touchés ou pas. Et d'ailleurs, c'était une absurdité que de penser qu'il fallait distribuer les masques chirurgicaux uniquement aux endroits qui avaient vu le coronavirus rentrer, puisque c'est un élément de prévention. Aujourd'hui, nous réclamons absolument les lunettes de protection, des masques FFP2, c'est-à-dire un degré supérieur de protection, puisque là on ne parle plus simplement, on est vraiment sur un degré de protection bien supérieur. On est en tension sur l'achat des surblouses et des tabliers à usage unique. Donc
plutôt que de demander au personnel de se confiner pendant sûrement une période assez longue, il nous faut absolument avoir les moyens de protéger les résidents et de nous protéger, parce que les mesures barrières d'hygiène, c'est-à-dire les bonnes pratiques, nous les maîtrisons, nous les connaissons. Si les personnels sont équipés convenablement, il n'y a pas de raison de transmettre ce virus-là. Je trouve délicat, pour tout vous dire, de demander à nos équipes qui sont tout au long de l'année vraiment ultra sollicitées, qui bien souvent sont composées de dames qui parfois élèvent leurs enfants seuls, d'aller s'enfermer 15 jours avec les résidents. Alors il y a des expériences qui sont extraordinaires et vraiment il est important de les mettre à l'honneur. Pour autant, demander collectivement de s'enfermer, pourquoi? Parce qu'en réalité, nous n'avons pas les moyens de protéger si nous sommes avec un Covid à l'intérieur des murs. Si nous ne sommes pas capables d'avoir les moyens de protection, nous demander de nous enfermer avec les résidents, je trouve un petit peu regrettable. Et puis difficile à tenir sur la durée. Alors, on a bien compris que cette mesure-là, pour le moment, elle n'est pas appliquée. En quoi le Covid-19 a-t-il modifié à ce stade, au moment où nous nous parlons, le quotidien des personnes âgées, donc dans les établissements que fédère l'ADESPA et puis dans le vôtre à Grenade? Quotidien modifié, comment ? Il est modifié par tout simplement la fermeture de l'établissement qui a été décidée donc aux visites des proches. C'était une décision légitime, comme le confinement généralisé. Il fallait absolument se protéger de nombreuses entrées, puisqu'un établissement comme le nôtre accueille beaucoup de familles, beaucoup d'amis, de proches, beaucoup de visiteurs. Donc ça, c'est un premier élément. Cet isolement a pesé assez lourdement, très rapidement. Nous avons trouvé un certain nombre de biais, comme partout, notamment de pouvoir mettre en lien les résidents et leurs familles avec Skype et d'autres moyens. Néanmoins, cette solitude pèse. Nous sommes passés à un degré supérieur qui est le confinement en chambre. Et là, effectivement, nous aurons forcément des impacts délétères sur l'état psychique et physique des résidents. Donc on est toujours dans une balance bénéfice-risque. Nous sommes là véritablement pour veiller à l'intégrité physique des résidents, à savoir absolument les protéger de ce virus, et en même temps se posent d'une part des problématiques éthiques et déontologiques, mais également nous savons que une mobilisation déjà corporelle moindre, c'est-à-dire que les kinés ne viennent plus pour aider à la rééducation, l'aide à la marche et autres, et également le fait que les quelques pas dans le couloir pour descendre dans un salon étaient très bénéfiques pour l'état physique, l'appétit, etc., etc. Donc tout ceci, si ce confinement individuel était amené à durer plusieurs semaines, amènera des dégâts malheureusement bien tristes. Vous avez parlé de questions éthiques, de quel ordre ? Eh bien, écoutez, on est dans la même problématique un petit peu qu'en tant que citoyen sur la question des libertés individuelles, qui sont forcément, naturellement, limitées dans des contextes de crise. Être amené de manière non impérieuse à confiner les personnes en chambre est en quelque sorte une contention architecturale. Or, nous savons bien que si nous faisions les choses tout à fait convenablement, il conviendrait de rechercher le consentement du résident. Je ne suis pas sûr que nous l'obtiendrions. Et pour les personnes qui sont sous protection juridique, il faudrait aller chercher aussi ce consentement-là. Donc, nous... Qu'est-ce qu'elles comprennent de la situation ? Alors, nous avons bien sûr plusieurs types de résidents, notamment ceux qui vont comprendre pleinement la situation, qui écoutent les informations et qui sont au fait de tout ce qui se passe. Donc, ils le vivent mal, oui, naturellement, mais ils en comprennent l'intérêt. Nous avons ensuite des personnes qui présentent des altérations psychiques, ce qu'on appellerait des troubles cognitifs par exemple, qui là ont un petit peu du mal à saisir ce qui se passe et qui ne comprennent pas naturellement pourquoi tout d'un coup ces habitudes qu'ils avaient sont changées. Alors, il y a un confinement assez bien respecté, mais qui n'est pas strict, parce que le respecter de manière stricte voudrait dire que nous ne sommes plus dans l'incitation et dans l'encouragement, mais sous une autre forme, effectivement, de confinement. Donc il y a une acceptation, consciente ou inconsciente, mais j'étais hier soir auprès des équipes vers 19h au moment du repas, et on sent bien évidemment des résidents qui expriment une souffrance, alors qu'elle soit verbalisée ou qu'elle se manifeste déjà par tout simplement un glissement, comme on pourrait dire, un glissement.
Vous avez parlé de questions éthiques. Alors, pardon de poser cette question, elle est probablement douloureuse. Est-ce que la question, ça peut aussi consister à se poser celle de les priver de leur famille avec le risque de les faire mourir à petit feu? Autrement dit, est-ce qu'il vaut mieux pas mourir accompagné ou croupir un peu tout seul? Mais c'est un grand débat, c'est aussi la raison pour laquelle l'ADEPA a plaidé pour que nous puissions avoir l'avis du Conseil consultatif national d'éthique, parce que vous avez raison, c'est ce grand débat, bénéfice-risque. Nous protégeons l'intégrité physique, j'y reviens, mais se posera la problématique de l'intégrité psychique. Alors, nous avons choisi collectivement entre une mauvaise solution et une pire mauvaise solution. Donc évidemment, vous avez raison. Par la force des choses, cette privation de visites, de liens, de rencontres sera quelque chose qui est sur le terme. Parce qu'encore une fois, si c'était amené à durer une semaine, on peut passer outre, mais je crains que 6, 7 à 8 semaines, cela amène effectivement des conséquences importantes. Et en même temps, avions-nous le choix? Je ne le crois pas. Et oui. Alors, une dernière question, c'est celle qui rassemble les familles, qui concerne les familles, puisque là, nous concentrons sur les personnes âgées. Naturellement, les familles sont privées du contact avec leurs proches. Vous nous disiez que vous rivalisiez d'ingéniosité avec les équipes pour maintenir tout de même un lien, notamment par Skype. Qu'est-ce qu'elles vous disent, les familles? Qu'est-ce qu'elles expriment de leur souffrance? Elles comprennent la situation? Il y a énormément d'émotions. Je disais aux animatrices, j'ai 4 animatrices actuellement, et je disais, je vais vous fournir les mouchoirs, et tout ceci va nous coûter très cher en mouchoirs à papier, parce qu'on essaye évidemment, par la dérision un petit peu, d'aborder la question. Il y a des moments d'émotion, mais intenses et magnifiques. Donc, il y a à la fois une immense reconnaissance des familles. Nous recevons des messages, des témoignages de soutien extrêmement émouvants. Donc, il y a là, beaucoup, si vous voulez, de soutien, de compréhension de la situation, avec des familles qui bien souvent sont conscientes des effectifs que nous avons et des manques de personnel tout au long de l'année, et qui sont donc conscients que dans la situation actuelle, nous avons un accroissement du travail qui est considérable, parce que aller servir les repas en chambre, aller voir plusieurs fois les résidents dans la journée, mais surtout désinfecter tout au long de la journée, amène une charge très importante. Donc, une immense reconnaissance, une immense inquiétude. Et également, bien souvent, une souffrance importante, parce que nous avions des familles, parfois certaines sont absentes, mais d'autres sont extrêmement présentes et étaient là tous les jours. Et évidemment, ce lien manque. Alors, il y a la vidéo, mais pour ceux des familles qui sont un peu au fait de l'informatique, parce que nous avons des enfants de résidents qui sont parfois assez âgés, parfois c'est le résident qui n'est pas du tout réceptif à la vidéo. D'autres fois, si ce n'est pas Skype, on va essayer, alors naturellement, les liens téléphoniques, le courrier, tout simplement des photos également, où on a exprimé sur un petit écriteau ce que souhaitait dire le résident. On l'a écrit sur l'écriteau, on fait une photo, on l'envoie. Donc pour résumer, beaucoup d'émotions, un manque certain, une inquiétude quant à la situation et les semaines qui s'annoncent, et malgré tout un soutien, une reconnaissance qui sont extrêmement importantes dans la situation actuelle et qui permettent aux équipes aussi de tenir. Eh bien, un grand merci, un grand hommage, un grand coup de chapeau à vos équipes, et puis à vous, Didier Carle. Merci de nous avoir accordé. Merci pour ce temps précieux que vous avez. Merci, madame. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur d'un EHPAD à Grenade, président de l'association des directeurs d'établissement au service des personnes âgées. Merci, courage à tout le monde. Merci à vous, madame. Au revoir.